Donc, on va commencer une première partie sur tout ce qui peut être de la révision pour un certain nombre d'entre vous ou de la découverte pour d'autres. Euh, Vous êtes soit arbitre, soit président de club, soit membre de club. Les profils des gens qui assistent à cette formation sont assez variés. Nous avons même une directrice de course en devenir. Donc chacun, j'espère, y trouvera son compte. Donc je vais couper ma caméra pour permettre d'augmenter la qualité du son. Donc, d'un point de vue réglementaire, alors, tous les documents vous seront envoyés à la fin de la présentation. La présentation que vous voyez sur votre écran, vous l'aurez dans votre boîte mail d'ici à peu près une heure. Donc, à chaque fois, je pense que un micro de Monsieur Laurent Jean-Luc. Donc, à chaque fois que je vais vous parler de texte de loi, vous avez en haut la source du texte, et à chaque fois qu'on cherche la source d'un texte, j'ai essayé de trouver une source fiable. Donc, pour tout ce qui est texte de loi, j'ai pris Légifrance pour éviter d'avoir un article qui dit qu'il serait marqué avec des interprétations. Donc, allez à la source, le texte est en lien hypertexte au début. L'arrêté du 3 mai 95, historiquement, si on se rappelle pour les plus anciens, il y a eu un accident à Bastia dans des tribunes de stade de foot avec un certain nombre de morts et l'État s'est dit à ce moment-là qu'il fallait responsabiliser les organisateurs quand ils organisent des événements. Donc, à l'issue de la tragédie de Bastia, il y a eu l'arrêté du 3 mai 95 qui a été publié pour toutes les manifestations nautiques en mer. Cet arrêté concerne pour nous la voile, mais c'est exactement la même réglementation pour les courses de kayak de mer, les courses éventuellement de jet ski, de motonautisme, etc. Toutes les manifestations qui se passent en mer. Il s'applique dans les eaux maritimes. Donc, si parmi vous, il y en a d'entre vous qui sont sur des plans d'eau intérieurs, la réglementation, elle impose de s'adresser aux préfectures de chaque département pour les plans d'eau intérieurs ou à Voies navigables de France pour les fleuves. Il n'y a pas de texte pour les plans d'eau intérieurs qui soit générique, ça dépend de chaque préfecture. Par contre, je pense que c'est intéressant de savoir ce qui se passe en mer et que ça peut donner des idées pour remplir ce qui est demandé par les différentes DDE. Donc, première chose, c'est que toutes les manifestations, elles doivent être le fait d'un organisateur unique, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une personne qui soit responsable. En gros, le souci de l'État, c'est de dire s'il y a un accident, vers qui je me retourne, et il faut que ce soit une personne. Donc, mesdames ou messieurs les présidents de club, c'est à vous qu'incombe cette responsabilité. Et s'il y a un accident, c'est le président du club qui est l'organisateur et qui a rempli la déclaration qui sera inquiété éventuellement en premier. Deuxième point dans le préambule, c'est que toutes les compétitions sportives doivent respecter les règles techniques définies par la fédération délégataire. Si on lit un petit peu entre les lignes, ça veut dire que si on organise une régate de voile, on se doit de respecter le règlement technique de la Fédération française de voile et que s'il y avait un problème quelconque, on commencerait par se demander s'il y a une infraction au règlement technique et donc, en fait, une infraction à la loi et la responsabilité pénale des organisateurs pourrait être recherchée. Dans le règlement technique de la fédération, vous avez le texte que vous pourrez retrouver dans son intégralité ici. Il y a un certain nombre de choses
qui sont définis. Et donc là, vous voyez tout le déroulé et les obligations dans le règlement technique de la FF Voile. Je vous laisserai le choix d'aller à la source si vous avez des questions. Donc, dans ce règlement technique, on va parler d'un certain nombre de choses. Tout ce qui est conception des bateaux, la division 240, l'immatriculation, la responsabilité, les RSO, etc. Tout ce qui concerne l'arbitrage, l'assurance et l'avis de course qui doit être publié un mois avant. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais le règlement technique impose des obligations à l'organisateur. Il y a un point particulier dans le règlement technique qui concerne les bateaux de surveillance. Donc le petit tableau que vous voyez est applicable aux régates sur plan d'eau maritime en voile légère. L'habitable, j'y reviendrai un petit peu après. Les longues distances, j'y reviendrai un petit peu après. Donc le règlement technique impose un certain nombre de bateaux. Donc là, si je regarde, si j'ai une régate de 20 optimistes, la réglementation m'impose d'avoir 2 bateaux de surveillance. Le terme bateau de surveillance, il n'y a pas de qualité définie pour ces bateaux. C'est un nombre de bateaux. Dedans sont compris les moyens du comité de course. Donc, si jamais on fait une régate avec 20 optimistes et qu'on a un bateau comité et un bateau arrivé coque rigide de 15 mètres, on rentre dans le cadre de l'article de loi. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce dispositif est adapté? Et là, avec 20 optimistes, 2 vedettes de 15 mètres ne permettront pas de porter assistance à un bateau dessalé potentiellement en danger. Donc, il y a un minima qui est le nombre de bateaux. Et le deuxième, il y a l'adéquation du dispositif de sécurité et de surveillance à la régate. Là, si j'ai 2 bateaux de 15 mètres pour 20 optimistes, c'est forcément pas suffisant. Et s'il arrive quelque chose, je me mets en difficulté en disant, bah oui, ces 2 vedettes, je reconnais, elles ne peuvent pas aller ressaler un bateau. Donc, dans ces cas-là, il faut trouver des sécus plus adaptés. Donc, c'est un minimum à retenir et les bateaux comités font partie de ce minimum. Pour les plans d'eau intérieurs, c'est le petit a qui était avant que j'ai pas recopié. On prend le même tableau, mais on en enlève un. C'est-à-dire que si vous avez entre 20 et 50 bateaux, il faudra 2 bateaux, 50 et 83 bateaux, etc. La différence de surface d'un plan d'eau 150 hectares, c'est ce qui définit les grands plans d'eau, les grands lacs, des plus petits lacs. Un lac qui fait 150 hectares, un petit peu plus grand que le plan d'eau d'Autun, pourra avoir une réglementation différente. Dans les types de régates organisées, on peut avoir aussi des parcours de type raid ou longue distance. Dans ces cas-là, c'est à l'organisateur de proposer à l'autorité maritime un dispositif qui soit adapté. Donc, on s'affranchit de la règle générale de la diapo précédente. Et là, c'est l'organisateur qui doit dire, OK, vu la régate que je vais faire, je dois avoir un dispositif particulier qui permette d'assurer la sécurité. Ensuite, en ce qui concerne les voiliers habitables. Les voiliers habitables, en fait, le point important, c'est, les chefs de bord sont responsables de leur propre sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'on n'impose pas à l'organisateur pour des bateaux habitables d'avoir des moyens de surveillance. L'organisateur doit assurer la surveillance essentiellement par des moyens de communication prévus. Ça, c'est ce que dit la loi. En même temps, si on regroupe 80 J80 sur un même plan d'eau, c'est quand même bien d'avoir un moyen d'intervention. Mais au sens de la loi, c'est le chef de bord qui est responsable. La surveillance assurée par des moyens de communication, ça peut être vu de façon assez simple par une communication avec des pavillons ou une communication par VHF. Dans le cas des courses au large, ça peut être une communication qui peut passer par des mails, des communications Iridium, des SMS Iridium, pour simplement pouvoir communiquer en course au large ou en habitable avec les concurrents.
Maintenant, on va passer à la division 240. Le texte de loi est en haut. La division 240, elle définit l'armement de sécurité uniquement pour les bateaux battant pavillon français. Donc, en fonction de la catégorie des bateaux, on a un armement jusqu'à 300 mètres, aucun armement. 300 mètres à 200 000, on va avoir un armement basique, etc. Donc ça, c'est valable pour les bateaux battant pavillon français et aucun bateau français ne peut faire abstraction de cette division 240. J'y reviendrai après, elle a l'inconvénient de ne pas s'appliquer à des bateaux étrangers sur des régates internationales. La division 240 a été revue récemment et il y a un nouvel article qui permet à un organisateur de faire une demande de dérogation. Donc ça, c'est maintenant carrément inscrit dans le texte de la division 240. Ça veut dire qu'un organisateur peut dire, OK, je vais faire une manifestation avec des windfoils, qui sont des engins de plage, qui normalement ne doivent pas dépasser 2000. Je peux demander à la direction de la mer et du littoral l'autorisation de faire naviguer ces bateaux au-delà de la zone des 2000, à condition de faire une demande de dérogation. C'est intéressant à savoir, c'est nouveau et l'organisateur peut le faire. Maintenant, si on veut des règles de sécurité qui s'appliquent à tout le monde et pas uniquement aux bateaux battant pavillon français, on peut se servir des réglementations spéciales offshore. Donc, c'est des réglementations de sécurité qui sont publiées par World Sailing. C'est à l'organisateur de décider s'il les applique ou non, et il doit le mettre dans l'avis de course. En ce qui concerne la Fédération française de voile, il est obligatoire d'appliquer les RSO sur les catégories 0, 1 et 2. Ces catégories définissent en gros le périmètre de navigation depuis le plus proche des côtes jusqu'au grand large. Donc en fait, en catégorie 0, on doit pouvoir naviguer dans des eaux froides, patienter longtemps, avoir du secours, etc. C'est là où il y a le plus de matériel demandé. Typiquement, c'est le Vendée Globe. Un petit peu moins de matériel de sécurité pour la catégorie 1 qui, elle, va regrouper toutes les transatlantiques en France et les régates qui vont jusqu'aux Açores. Catégorie 2, c'est navigation dans de grandes baies protégées où on n'est pas souvent loin d'un abri. Donc là, on va se retrouver avec toutes les régates qui sont par exemple la course du Figaro, toutes les Trans-Gascogne, et catégorie 2, c'est toutes les courses qui se déroulent en Méditerranée puisqu'on n'a pas de grande distance. La côte est environ jamais à plus de 200 000. Une catégorie 3 qui est plus de la navigation côtière. Et ensuite, on n'applique pas en France les catégories 4 et 5 puisque la division 240, elle couvre l'armement de sécurité nécessaire pour les bateaux qui naviguent près de côte. Donc, obligatoirement, les régates, les courses au large en catégorie 0, 1 et 2, les réglementations spéciales offshore sont obligatoires. Et comme ça doit être marqué dans l'avis de course, c'est applicable aussi à un bateau battant pavillon belge ou espagnol qui n'ont peut-être pas les mêmes contraintes qu'un bateau français. Donc, on va passer maintenant à la déclaration de manifestation nautique proprement dite. Donc, en gros, en France, on a 3 préfectures maritimes, mais je ne parle pas des territoires, départements d'outre-mer. On a une préfecture maritime Manche-Mer du Nord qui va de la frontière belge jusqu'au Mont-Saint-Michel, avec 2 crosses qui sont les crosses Griné, responsables du DST du Pas-de-Calais, le cross Jobourg, responsable du DST des Casquets, une grande zone préfecture maritime de l'Atlantique qui va du Mont-Saint-Michel à la frontière espagnole, avec le cross Corsen, responsable du DST d'Ouessant, et le cross Etel.
et une seule région maritime qui couvre toutes les zones françaises en Méditerranée, avec un cross à la Garde et un sous-cross en Corse. Sur le dessin de gauche, vous avez les limites de compétences des différents crosses. Donc, à partir de Pamar, c'est le cross Etel, du Mont-Saint-Michel, c'est le cross Corsen, etc. Ces préfectures maritimes, elles vont être responsables de tout ce qui se passe sur l'eau dans tous les domaines dans les eaux françaises. Donc vous trouverez, et je vous enverrai le document après, les formulaires de déclaration qui sont maintenant standardisés pour la Manche, la mer du Nord, l'Atlantique, la Méditerranée. À chaque fois, dans toutes ces déclarations, il est précisé les obligations de l'organisateur. Donc, il doit avoir pris connaissance des informations, il doit savoir pourquoi il fait une déclaration. Il doit s'engager à rappeler aux participants leurs responsabilités de chef de bord et les informer de la météo. Ça, c'est une obligation, c'est-à-dire que pour toute régate se déroulant en France, il est obligatoire de publier la météo. Les modalités de publication ne sont pas dans le texte de loi. Il est de la responsabilité de chaque organisateur d'informer de la météo par la source qu'il trouve la plus pertinente. Ça peut être Météo France, ça peut être Météo Consult, ça peut être WindGuru, Windfinder, etc. Il y a de plus en plus de services. Donc, il n'y a pas d'obligation de choisir un fournisseur météo. Par contre, juste ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y avait un accident et qu'il y avait une enquête, toutes les autorités qui participent à l'enquête ont à disposition tous les documents publiés par Météo France, qui est l'organisme de référence. Mais il n'y a pas d'obligation de choisir ni le fournisseur, ni les modalités pour informer. De plus en plus, on a des tableaux officiels électroniques, on fait de moins en moins de papier. Donc la publication, elle peut passer par une feuille imprimée, affichée sur la vitre à côté de l'entrée du club. Ça peut être un mail envoyé aux participants. La modalité n'est pas définie, mais il faut être informé. Je reviendrai sur les sources météo dans Datachom ou après. Il faut aussi que l'organisateur puisse suspendre ou annuler la manifestation. Donc là, classiquement, on a des pavillons, un aperçu, un pavillon N, on peut mettre au-dessous un H ou un A pour demander à tout le monde de rentrer au port. Mais dans certaines courses, c'est pas possible. Les modalités de suspension ou d'annulation, elles peuvent très bien être envisagées en disant que ça peut être un appel VHF, ça peut être un email sur les boîtes des bateaux s'ils en sont équipés, ça peut être par SMS. Il faut juste que l'organisateur puisse répondre à la question: si j'ai besoin de suspendre ou annuler, je dois pouvoir prévenir les bateaux. Les DST, je ne vais pas en parler beaucoup puisque tous les DST sont dans les courses au large françaises des zones interdites à la navigation définies dans les instructions de course, donc on ne va pas s'étendre là-dessus. Et pour être dans l'air du temps, tout ce qui concerne le respect de l'environnement, on y reviendra après avec Natura 2000, est souligné dans la déclaration et il faut rappeler aux participants les grands principes. Maintenant, et c'est assez nouveau, les préfectures maritimes demandent d'utiliser l'outil Datachom pour envoyer les représentations cartographiques qui sont annexées aux déclarations de manifestations nautiques. Donc, on va développer cet outil par la suite. Donc, c'est un service qui est assez récent, ça fait à peu près 2 ans. Et puis, on demande aux organisateurs d'utiliser cet outil-là. Il y a aussi une autre déclaration qui est à faire, c'est la déclaration Natura 2000. Donc, dans la loi générale, il doit y avoir une déclaration d'incidence sur la nature pour toutes les manifestations qui délivrent un titre international ou national ou dont le budget dépasse 100 000 euros ou regroupant 1500 personnes à proximité ou dans une zone Natura 2000.
Et la préfecture maritime dit que toute manifestation, sans considération de titre, de budget, de nombre de personnes, qui se déroule dedans ou à proximité d'une zone Natura 2000, doit faire l'objet d'une évaluation d'incidence. Et maintenant, des zones Natura 2000, il y en a un petit peu partout, donc la déclaration d'incidence concerne un bon nombre de personnes. J'ai répertorié ici, et je vous laisserai en prendre connaissance, les préfectures maritimes de la Manche et de l'Atlantique commencent à référencer toutes les zones Natura 2000 et à proposer des déclarations en ligne. En Méditerranée, j'ai rien trouvé de générique en ce qui concerne la préfecture maritime. Par contre, c'est plus par département. J'en ai trouvé une du Var, de l'Hérault, de la Corse. Je laisse chacun chercher et se renseigner dans la zone qui est la sienne.